Alors bonjour à tous. On va effectivement profiter de cette heure et de ce nouveau webinaire du cabinet Astella pour revenir sur ce sujet indémodable, les dispenses d'adhésion au régime de protection sociale complémentaire. Donc, on sait que c'est un sujet qui a énormément fait parler, qui date maintenant de... Enfin voilà, on ne peut pas vraiment dire que c'est un sujet d'actualité, mais on a quand même le sentiment, avec des petites touches de jurisprudence qui viennent comme ça nous mettre un petit peu le bazar, que ça suscite toujours autant d'interrogations, de questionnements, et on se dit qu'une fois pour toutes, je ne sais pas si ça sera véritablement une fois pour toutes, mais on va tenter de clarifier définitivement cette question et de revenir clairement sur les particularités de la mise en œuvre des dispenses d'adhésion. Au programme ce matin, de manière assez pédagogique, on va d'abord revenir sur le caractère obligatoire, hein, le principe, sur ensuite les caractéristiques communes de l'exception au caractère obligatoire, donc les possibilités de dispense d'adhésion ou d'affiliation. Ensuite, vous savez que c'est le plus important, c'est là où se posent le plus de questions, c'est en frais de santé. Donc on a toute une partie, un focus sur voilà, la gestion si particulière des dispenses en frais de santé, avec notamment des évolutions assez récentes, hein, côté Cour de cassation, puis côté bulletin officiel de la sécurité sociale, avec des clarifications sur certains cas de dispense. On terminera avec vraiment une partie pratico-pratique. L'idée, c'est de vous donner des retours d'expérience et de partager des bonnes pratiques autour de la gestion des cas de dispense, en particulier en anticipation des contrôles URSSAF. Bien évidemment, le but de ce webinaire, c'est que ce soit interactif. Vraiment, n'ayez aucune hésitation à poser toutes vos questions dans le chat. Soit on y répondra au fur et à mesure si le sujet s'y prête, soit on y répondra à la fin. Mais n'ayez vraiment pas peur, au cours de formation, de poser une question sur un sujet qui a déjà été abordé. Ce sera toujours extrêmement intéressant. Alors, on va donc tout de suite commencer par un très rapide rappel sur la raison pour laquelle on s'interroge sur les dispenses. C'est que pour quelles raisons est-il aujourd'hui nécessaire de mettre en place des dispositifs à adhésion obligatoire des salariés? Donc, très rapidement, ce qu'on appelle, nous, le schéma tripartite de la protection sociale complémentaire, qui mérite toujours que tout junior qui rentre dans vos équipes se voit rappeler ce mécanisme essentiel que même les magistrats de la Cour de cassation oublient souvent. C'est l'originalité de notre matière, c'est qu'il y a plusieurs liens contractuels qui se chevauchent et qui relèvent chacun d'un dispositif et d'un arsenal juridique différent. Donc, avant tout, on a le client, l'employeur, l'entreprise souscriptrice qui a des salariés. Et donc, on a cette relation contractuelle-là, la relation de droit du travail entre un employeur et ses salariés, qui met en place de manière obligatoire ou facultative pour lui, employeur, qui met en place des dispositifs pour couvrir, en matière de protection sociale complémentaire, donc frais de santé, prévoyance et retraite, ses salariés. Lorsqu'il le fait, on considère, nous, pour essayer d'avoir une terminologie qui clarifie les propos, on considère qu'il met en place un régime de protection sociale complémentaire. Ce régime, il le met en place selon une norme, un accord collectif ou un accord référendaire ou une décision unilatérale de l'employeur. Mais l'employeur n'étant pas un assureur et n'étant pas agréé pour être légitime à offrir lui-même ses prestations à ses salariés, la seule chose qu'il fait, qui est déjà pas mal, hein, c'est qu'il trouve un organisme assureur auprès duquel il souscrit un contrat d'assurance au nom et pour le compte finalement de ses salariés. C'est une stipulation pour autrui. Par sa signature, il permet la couverture d'autrui, son salarié, ses salariés. Et lors de la souscription de ce contrat d'assurance, il participe au financement. Donc lui, l'employeur, ne s'engage pas sur les prestations, mais sur le financement. Et cette relation-là, entre une entreprise souscriptrice et un organisme assureur, qui peut faire partie des trois familles habituellement connues, relève assez naturellement du droit des assurances. Et lorsque cet employeur finance ce dispositif, on a donc la possibilité, sous réserve de respecter certaines conditions fixées par les textes, de profiter d'un traitement social et fiscal de faveur. Et donc là, on est dans le droit des charges sociales et de l'impôt. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment à la conjonction entre, comme je le disais, plusieurs dispositifs juridiques, le droit du travail d'un côté, le droit des assurances de l'autre, et on teinte tout ça d'une problématique de droit des URSSAF et droit fiscal pour que l'ensemble des flux financiers induits par ce dispositif puissent être
exonérés de cotisations de sécurité sociale et d'impôts. J'allais dire, on peut dire qu'aujourd'hui, les liens qui vont nous intéresser particulièrement, c'est voilà, ce lien entre employeur et salarié, effectivement, ce contrôle par les URSSAF des conditions qui permettent de légitimer un traitement social et fiscal de faveur du financement patronal du régime. Mais les dispenses, c'est un sujet qui n'intéresse pas les organismes assureurs. Complètement. Alors, qui les intéresse pour la tarification, c'est ce sur quoi on va venir, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la mutualisation induite par exemple, une absence de dispense permet à un organisme assureur de pouvoir tarifer en considérant qu'il n'y aura pas d'absent et de prendre l'intégralité de la population assurable qui sera forcément assurée. Mais bon, effectivement, sous cette réserve, on a coutume de penser que dans les contrats d'assurance, les assureurs devraient effectivement renvoyer purement et simplement à ce que l'employeur décide au sein de l'entreprise. Ce n'est pas véritablement une affaire de contrat d'assurance. Donc, pour le coup, pourquoi s'interroger sur la nature obligatoire de l'adhésion du salarié à la couverture que son employeur décide de mettre en place à son profit? En matière de frais de santé, de prévoyance et de retraite, pour les 3 dispositifs de protection sociale, l'intérêt autre qu'URSSAF, l'intérêt de mettre en place un dispositif obligatoire peut être, comme on vient de le dire, la mutualisation du plus grand nombre, c'est-à-dire le bénéfice d'une tarification améliorée au motif que j'ai un champ de bénéficiaires plus large, ce qui me permet de ne pas avoir de problème d'antisélection et de pouvoir bénéficier de cette mutualisation du plus grand nombre. Et également une sorte de vision un peu paternaliste du rôle d'un employeur dans ses relations avec ses salariés, le fait de dire la nature obligatoire évite que des personnes, parce qu'ils estimeraient que dans leur quotidien, ce n'est pas une dépense importante, parce qu'ils estimeraient qu'ils sont invincibles et immortels, ils ne souhaiteraient ne pas se couvrir et l'employeur est là pour leur rappeler qu'il est important d'avoir des couvertures de frais de santé et de prévoyance, les gens n'ayant pas conscience que la sécurité sociale leur apportera, selon leur niveau de revenu, en cas de risque et d'accident de la vie, ne leur apportera qu'un taux de remplacement relativement faible. Donc ça, c'est le premier point. La pédagogie et la couverture de tous. Le deuxième, c'est effectivement, et on ne va pas se mentir, c'est quand même celui qui détermine beaucoup la mise en place de nos dispositifs, c'est que l'URSSAF en a fait, avec la loi Fillon, une obligation subordonnant le bénéfice du traitement social de faveur et donc l'exonération de cotisation de sécurité sociale du financement patronal. Donc, c'est ce qui a amené, depuis la loi Fillon en 2003, avec une période transitoire qui s'est achevée en 2009, donc c'est maintenant depuis 2009, que les entreprises ont vraiment à cœur, et pas forcément pour les premières raisons, de s'assurer que leur dispositif respecte les règles d'exonération pour pouvoir avoir un périphérique de rémunération exonéré de cotisation de sécu. Alors, pour autant, comme tout principe, il y a son exception. Parce que notamment pour éviter les situations de double couverture. C'est-à-dire, il est fréquent qu'un salarié, parce qu'il est en situation de double emploi ou parce qu'il bénéficie de la couverture en tant qu'ayant droit, de la couverture de son conjoint, ou parce que cette personne relève de plusieurs dispositifs, de plusieurs régimes de sécurité sociale qui sont parfois un petit peu spécifiques. Les pouvoirs publics ont décidé d'assouplir ce caractère obligatoire de l'adhésion. C'est ce qu'on appelle donc les facultés de dispense d'adhésion, dites aussi facultés de dispense d'affiliation, voilà, qui ont vocation à ajouter un petit peu de souplesse dans une règle très rigide relative au caractère obligatoire. Ces dispenses d'affiliation, elles ne remettent pas en cause le caractère obligatoire de l'adhésion au sens URSSAF, c'est-à-dire que la mise en œuvre de ces dispenses est compatible, c'est heureux, avec les règles d'exonération et plus particulièrement ce caractère obligatoire indispensable des régimes de frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire. Alors j'insiste, pour que ces dispenses d'adhésion elles soient conformes aux règles d'exonération, il faut qu'elles soient effectivement valablement accordées, donc effectivement dans les règles de l'art, on y reviendra,
c'est vrai que c'est un petit peu complexe, hein. Ça repose sur, d'abord, est-ce que le salarié avait été dans une situation qui permettait de se dispenser? Est-ce qu'il a bien formulé sa demande de dispense au bon moment? Est-ce que sa dispense n'était pas à durée limitée? Est-ce que on a bien justement la preuve que le salarié a fait une demande express de dispense? Tout ça, c'est des choses qu'on va vouloir sécuriser pour être bien certain que la dispense d'adhésion ne remette pas en cause le caractère obligatoire. Traditionnellement, on distingue deux types de dispenses, de facultés de dispense d'adhésion. Premièrement, des dispenses dites d'ordre public. Ça signifie que ces dispenses, elles sont possibles et applicables dans l'ensemble des entreprises, peu important ce que l'employeur dans sa DUE ou les partenaires sociaux dans un accord collectif ont prévu en matière de dispenses. C'est vraiment des dispenses qui s'appliquent, peu important l'entreprise considérée. Le second type de dispense sont les dispenses dites conventionnelles. Alors, on parle aussi de dispenses facultatives, un terme qui est peut-être parfois un petit peu confusant. Donc, le terme dispense conventionnelle, il désigne des dispenses qui doivent être impérativement prévues dans l'acte de mise en place du régime de frais de santé, de prévoyance ou de retraite supplémentaire pour pouvoir être sollicitées par les salariés. On a coutume aussi à ce stade de préciser, de répondre à des questions qui sont très fréquentes en matière de dispense. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que le changement d'organisme assureur ou est-ce que la mise en place, un nouvel acte de droit du travail formalisant le régime sont des situations qui qui remettent en cause les dispenses qui ont été demandées initialement par les salariés? La réponse est non. Ce n'est pas parce qu'on va changer de contrat d'assurance que ça va changer. Alors, quand on change de contrat d'assurance, on ne change pas de régime, hein. C'est la distinction que Charlotte a évoquée au tout début de ce webinaire. Ce n'est pas du tout une situation qui va entraîner la remise en cause et la nécessité pour les salariés. Alors, soit effectivement, ce n'est pas une situation qui va les obliger à adhérer alors qu'ils avaient déjà sollicité leur dispense. Et puis, ce n'est pas non plus quelque chose qui les oblige de toute façon à renouveler leur demande de dispense. C'est pareil pour la mise en place d'un nouvel acte. On a souvent des clients qui, à l'occasion de la modification de leur décision unilatérale ou de la remise d'une nouvelle décision, puisque par exemple un paramètre a pu être changé, qui nous demandent si cette circonstance est aussi de nature à remettre en cause, à remettre en question, réinitialiser toutes les dispenses qui ont été formulées. La réponse est non. Alors, on peut imaginer un cas un tout petit peu particulier, on va le voir, dans lequel une dispense est de nature à être remise en question lorsqu'on a un nouvel acte de droit du travail qui formalise le régime. On le verra, c'est quand un régime a initialement été mis en place par décision unilatérale de l'employeur, qui est une circonstance qui génère, on va le voir, une faculté de dispense pour les salariés. Eh bien, si ce régime est un jour remplacé, si cet acte de mise en place est un jour remplacé par un accord collectif, effectivement, ça ferait tomber le cas de dispense initial du bénéficiaire, mais c'est vraiment un cas très particulier. Une autre question qui est fréquente, et je pense que ça résulte aussi de rédactions qui sont parfois un petit peu ambiguës dans les actes de mise en place, c'est la question qui consiste à savoir si un salarié dispensé est dispensé pour toute la vie, indéfiniment, de manière irrévocable, ou s'il y a la possibilité, ultérieurement, de revenir sur sa demande de dispense. Effectivement, la réponse est oui. Un salarié, il a toujours en droit du travail la possibilité de renoncer à sa demande de dispense pour demander à être affilié au régime. C'est vrai que justement pour éviter de gérer comme ça des sorties et des entrées de personnel au sein du régime, on peut trouver dans les actes de mise en place des formulations qui laissent penser que, entre guillemets, toute sortie est définitive. Ou qui le disent expressément. Qui prétendent qu'effectivement, elle l'est. Sans le laisser penser, disant clairement, si vous demandez à sortir, vous ne rentrerez plus jamais, à dessein. Donc en réalité, ces mentions, elles n'ont aucune portée juridique. Un salarié pourrait systématiquement et totalement de manière incontestable réclamer à rentrer au sein du régime, quand bien même il se serait antérieurement dispensé d'adhésion. Elles avaient comme objectif, éventuellement, encore une fois, de faire que les gens y réfléchissent à 2 fois avant de se dispenser, comme le disait Louis, pour éviter les allers-retours. Donc, ce n'est pas forcément inintéressant de les mettre, à admettre que ça ait cet effet-là, c'est-à-dire que ça permette aux gens d'y réfléchir à 2 fois avant de se dispenser parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront plus rentrer. Mais pour autant, il faut être très clair sur le fait de dire qu'à part l'effet dissuasif escompté à la mise en place,
il ne faudra jamais mettre en œuvre cette clause qui n'est là que pour faire peur. Donc pour le coup, ces fameuses dispenses d'ordre public, on va détailler là successivement. Avant de rentrer dans le cas particulier du focus frais de santé, on ne va donc évoquer que ce qui concerne la prévoyance lourde et la retraite supplémentaire, les dispenses qui sont d'ordre public. En matière justement de prévoyance et de retraite supplémentaire, contrairement aux frais de santé qu'on verra tout à l'heure, les dispenses d'ordre public sont extrêmement limitées. En matière de prévoyance, tout simplement, c'est plus que limité, il n'y en a qu'une seule. C'est la dispense qu'on appelle la dispense article 11 de la loi Evin. Vous savez que l'article 11 de la loi Evin, comme son nom l'indique, il est dans la loi Evin, et donc il date de 1989. Donc il est loin d'être nouveau, il n'avait rien à voir avec la question du caractère obligatoire pour être conforme à des règles d'exo qui datent de 2003. Bien avant ça, il était la reprise d'un principe de droit du travail en vertu duquel un employeur n'a pas le droit unilatéralement de prendre de l'argent à son salarié. Sa rémunération au salarié, elle est intangible et un employeur n'a pas le droit de dire « tiens, j'ai envie de te piquer tous les mois 20 € de cotisation pour un dispositif de prévoyance ». Même si l'objectif est noble, leur permettre le financement d'une couverture de protection sociale complémentaire, seul l'accord collectif ou l'accord référendaire, donc la volonté collective, permettent à l'employeur de pouvoir opérer ce précompte. L'article 11 avait vocation à rappeler ce principe et donc à dire qu'aucun salarié qui était présent dans une entreprise au jour de la mise en place d'un régime par voie unilatérale de l'employeur ne pouvait être contraint de cotiser à ce régime contre son gré. Donc, forcément, ça en fait une dispense d'ordre public. Si moi, employeur, je ne peux pas contraindre mon salarié à payer sa part de cotisation salariale, ça veut dire que si je suis un dispositif dans lequel j'envisage d'avoir une participation du salarié au financement, je ne peux pas lui imposer, je dois recueillir son accord pour avoir le droit d'opérer ce précompte. Donc, à quel moment est-ce que cette dispense d'ordre public, article 11 de la loi Evin, s'applique? Au moment de la mise en place du régime, par voie unilatérale bien sûr. Pourquoi au moment de la mise en place et uniquement aux salariés présents? Parce qu'on considère que eux, on leur baisse leur REM. Ils avaient une REM, on met en place unilatéralement un régime et qui va induire un précompte de cotisation salariale. Quand je suis embauchée après la mise en place, ça fait partie de mes conditions d'embauche. Je suis censée avoir été informée à l'embauche du statut conventionnel et des dispositifs applicables. Ça peut être d'ailleurs faire l'objet d'une mention au sein du contrat de travail. Il existe un régime dans l'entreprise. Sachez que vous serez contraint d'y cotiser et que vous acceptez le précompte de la cotisation sur votre paye. Voilà, les choses sont prévues. Ça fait partie du package à l'embauche. Il n'y a pas de refus. Donc, quand est-ce que c'est possible? Quand je suis présent à la mise en place ou lorsque avait été mis en place un régime avec 100% de financement patronal, c'est lors de la première mise en place d'une cotisation salariale dans l'entreprise que l'employeur va avoir l'obligation de solliciter l'accord des salariés pour précompter. Comme on le voit avec les propos que je viens de tenir, on voit bien qu'on est dans le sens inverse de nos dispenses habituelles. Nos dispenses habituelles, c'est moi, employeur, je suis tout puissant, je mets en place un régime obligatoire. Ça te plaît pas, c'est pareil. Je le fais par accord collectif avec les partenaires sociaux, par accord référendaire avec une signature majoritaire des salariés. Je vous l'impose. Si je le fais par voie unilatérale et que ça déclenche une cotisation salariale, pour les personnes présentes, ce n'est pas eux qui doivent venir lever le doigt et me dire « ouais, j'aimerais bien solliciter le bénéfice d'une dispense parce que je rentre dans l'une des cases limitativement énumérées m'autorisant à ne pas rejoindre ce dispositif ». C'est toi, employeur, qui as l'obligation de venir me demander si je suis d'accord pour payer. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas bien appréhendé, y compris par les URSSAF à l'occasion des remarques qu'il peut y avoir lors des contrôles. Les URSSAF ne comprennent pas que la logique de l'article 11 est inversée. En réalité, et c'est tant mieux, hein, parce qu'en général, les entreprises, ce qu'elles ont, c'est la preuve de ceux qui ont refusé. Elles n'ont jamais la preuve de ceux qui ont accepté. Mais c'est la raison pour laquelle on écrit les DUE de telle sorte que si tu ne me dis pas que tu n'es pas d'accord, voilà, le silence vaut acceptation. Donc, on organise les choses comme une dispense habituelle, c'est-à-dire seuls ceux qui ne veulent pas rentrer vont lever le doigt. Mais gardons en tête que, en théorie,
La dispense article 11, c'est le contraire. C'est ceux qui acceptent que je prenne sur leur paye doivent me le signaler. Alors, c'est peut-être aussi en pratico-pratique, on se rend compte que souvent, des entreprises qui ont mis, en place de très longue date des régimes par des UE, n'ont plus, dans, leurs archives, la preuve qu'effectivement les salariés ont expressément, accepté, d'adhérer au régime. Ça peut être, notamment, à l'occasion de la remise d'une nouvelle DUE ou de la modification, d'une précédente DUE, l'occasion, de redemander aux salariés s'ils restent sur leur refus, d'adhérer, ou de remanifester, leur accord, pour, bénéficier, du régime. Voilà. Comme ça, on profite de ces occasions, si jamais on se rend compte qu'on a perdu, la preuve de l'acceptation ou du refus d'adhérer initialement au régime, se reconstituer à nouveau ces justificatifs en vue d'un contrôle URSSAF. En étant effectivement très clair sur le fait que on ne redemande pas l'avis aux gens au présent. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement parce qu'il est extrêmement fréquent que les entreprises n'en disposent pas, surtout pour des régimes mis en place de longue date. Alors, en matière de retraite supplémentaire, vous avez remarqué que l'article 11 de la loi E20 ne s'applique pas expressément, puisqu'il ne vise pas les garanties retraite. Pour autant, comme Charlotte l'a expliqué, l'article 11 de la loi E20, il finalement concrétise, matérialise une logique de droit du travail selon laquelle un employeur ne peut pas unilatéralement imposer une diminution de la rémunération du bénéficiaire. Alors, il y a très peu de décisions qui ont été rendues sur finalement l'application de ce mécanisme à la retraite supplémentaire. Voilà, pour autant, on pouvait penser que quoi qu'il en soit, un mécanisme similaire à l'article 11 de la loi E20, même s'il n'était pas écrit dans les textes, pouvait s'appliquer en retraite supplémentaire. En tenant compte justement un peu de ce vide, pas juridique mais textuel, les pouvoirs publics ont profité de la réforme en 2019 de la retraite supplémentaire et de la création du plan d'épargne retraite, le PER, pour inscrire expressément dans le code monétaire et financier une faculté, on va le voir, de dispense, pas d'adhésion au régime, mais de dispense de participer au versement obligatoire sur un plan d'épargne retraite obligatoire. Donc vous le savez, la caractéristique principale d'un PERO, c'est de pouvoir être alimenté notamment par des versements dits obligatoires pour l'employeur, mais éventuellement, pourquoi pas, de versements obligatoires pour les salariés. Même si en retraite, on peut se demander si c'est le rôle d'un employeur de forcer les salariés à se constituer une épargne avec leur propre argent. Pour autant, voilà, le Code monétaire et financier prévoit expressément que lorsque le plan est mis en place par décision unilatérale de l'employeur, les salariés qui sont présents dans l'entreprise à cette date peuvent effectivement refuser leur part des versements obligatoires. L'originalité de ce mécanisme, c'est que pour autant, le salarié peut bénéficier des versements obligatoires de l'employeur. Ça s'explique aussi parce qu'en retraite supplémentaire, il n'y a pas de nécessité à organiser un équilibre financier du régime. Tout simplement, les cotisations payées constituent l'épargne des salariés et il n'est pas, ça peut très bien fonctionner sans avoir une cotisation importante versée. Donc, on peut totalement se dispenser des versements qu'on avait initialement mis à la charge des salariés. L'autre faculté, l'autre, on va dire, exception au caractère obligatoire de l'adhésion en matière de PERO, alors c'est pas véritablement une dispense d'adhésion, mais c'est une disposition dans le Code monétaire et financier qui prévoit que lorsque le salarié a liquidé son plan, donc on rappelle que l'échéance d'un PERO obligatoire, c'est soit l'atteinte de l'âge légal de liquidation dans les régimes obligatoires de sécurité sociale, donc progressivement 64 ans, soit la liquidation éventuellement anticipée d'un régime de retraite obligatoire, eh bien, cette liquidation du plan à cette échéance, elle permet aux salariés de ne plus être obligés d'adhérer au PERO. Là, bon, ce n'est pas exactement une dispense. Voilà, on a fait le tour de cette manière des, disons, exceptions au caractère obligatoire, des exceptions qui sont d'ordre public en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire. Donc voilà, il y en avait peu. Et des dispenses conventionnelles, en revanche, il y en a plus en matière de prévoyance et de retraite, parce que ce sont, pour le coup, exactement les mêmes
que celles qu'on va voir beaucoup plus en détail quand on va aborder la particularité des dispenses en matière de frais de santé. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les dispenses conventionnelles qui sont applicables en matière de prévoyance et de retraite, puisqu'encore une fois, on va les voir à l'occasion des dispenses de frais de santé. La seule chose qu'on en profite pour rappeler, c'est que par principe, une dispense conventionnelle n'existe que si et seulement si elle est expressément prévue dans l'acte. C'est une décision qui appartient lors de la mise en place de l'acte, donc soit à l'employeur et aux partenaires sociaux, de décider de piocher et de prendre tout ou partie des dispenses conventionnelles. Une dispense conventionnelle a également l'originalité de pouvoir être réduite, c'est-à-dire c'est un maxima permis par les URSSAF qui dit si tu vas jusque-là, dans l'exception au caractère obligatoire, moi, URSSAF, je considère que je ne remettrai pas en cause la nature obligatoire du dispositif et donc les exos. Pour autant, une entreprise peut piocher, peut en prendre certaines, mais les restreindre. On verra que la dispense CDD de moins de 12 mois, si quelqu'un a envie de dire CDD de moins de 10 mois, il a le droit, enfin je veux dire, encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. C'est un maxima jusqu'auquel on peut aller. Pour autant, en matière de prévoyance, nous déconseillons fortement la mise en place de quelques dispenses que ce soit. Elles sont permises par les URSSAF, oui, elles sont conformes au caractère obligatoire, oui, pour autant, elles sont extrêmement dangereuses en matière de prévoyance. Pourquoi? Parce qu'en matière de prévoyance, il y a beaucoup d'obligations diverses et variées qui ne souffrent aucune exception. En droit du travail cette fois-ci, donc pas en URSSAF. Oui, je serai exonérée, mais par contre, j'aurai un petit contentieux prud'homme qui aboutira au fait que j'ai violé mes obligations de droit du travail. En matière de prévoyance complémentaire, la principale obligation qu'on a qui est contraire à la possibilité d'autoriser le salarié à se dispenser d'adhérer, c'est pour les cadres l'obligation du 1,50 × 1. Donc, vous savez que pour les cadres, pas de dispense en prévoyance, il n'y a pas de sujet. Ça aboutirait à ce que quelqu'un ne soit pas couvert, à ce que l'employeur ne finance donc pas pour lui une cotisation minimale requise par les textes et confronterait l'employeur à la violation du 1,50 × 1. Ça, c'est la première raison pour laquelle ce n'est pas possible pour les cadres. Et puis, pour tout le monde, cadre ou non cadre, c'est également extrêmement dangereux de le mettre en place parce qu'il est aujourd'hui quasi systématique que les entreprises relèvent de branches au sein desquelles les partenaires sociaux de branches ont mis en place des dispositifs de prévoyance obligatoires pour l'ensemble du personnel, en ce compris les non-cadres. Et encore une fois, dans ce cas-là, si l'employeur a une obligation conventionnelle et que au niveau de la CCN de branche n'est pas prévu tout ou partie des dispenses conventionnelles, la mise en place par l'employeur dans son entreprise de ce type de dispense l'amènerait à violer son obligation conventionnelle lorsqu'un salarié serait pas couvert, alors même que l'employeur avait l'obligation conventionnelle de le couvrir. Donc, les dispenses en prévoyance, vraiment, on manie ça avec des pincettes, uniquement pour des non-cadres, si la convention collective de branche les a prévues. Voilà, c'est les seules hypothèses dans lesquelles on peut imaginer de mettre en place une dispense en prévoyance. En matière de retraite, là, pour le coup, c'est un peu la même logique que ce qu'on disait tout à l'heure. La retraite, c'est de l'épargne, le risque n'est absolument pas le même, être couvert, ne pas être couvert. On peut s'interroger là sur la question de savoir si l'employeur, comme le disait Louis, a intérêt à forcer les gens à de l'épargne forcée, alors même qu'ils ont le C1 maintenant dans le Pérot, qui leur permet de faire de l'épargne volontaire dans des conditions sociales et fiscales avantageuses. Donc, mettre en place des dispenses pour les CDD, pour les temps partiels en matière de retraite, ça a tout à fait du sens dès lors qu'on est dans un dispositif avec une cotisation salariale obligatoire. On a fini pour cette partie plus courte, hein, forcément, vous l'avez compris, sur l'application des dispenses en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire. On aborde maintenant le gros du sujet, c'est effectivement ce qui nous occupe le plus, les dispenses en matière de frais de santé. Donc, en matière de frais de santé, il y a effectivement beaucoup plus de dispenses d'ordre public qu'on va reprendre ensemble. La mise en place de dispenses conventionnelles a beaucoup plus de sens pour les salariés. C'est effectivement un poste de financement assez important, même s'il est cofinancé au moins à 50% pour l'employeur. C'est des cotisations qui peuvent être importantes et qui justifient totalement que le salarié n'ait pas besoin d'une double couverture. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve fréquemment dans les actes de mise en place. Alors, en ce qui concerne les dispenses d'ordre public, la première, on l'a dit, elle est commune à la prévoyance et aux frais de santé. C'est la dispense dite article 11 de la loi E20. On en a parlé, je ne reviens pas dessus. La deuxième dispense d'ordre public est probablement la plus fréquente,
c'est le cas particulier d'un salarié qui bénéficie par ailleurs, au titre d'un autre emploi, d'une autre couverture de frais de santé. Alors, le texte renvoie à un arrêté qui énumère, lui, à peu près, je sais pas, 7 ou 8 types de couvertures. Il y a des choses qui sont un peu atypiques, hein. Ça peut être effectivement le régime local en Alsace-Moselle. Ça peut être effectivement le bénéfice d'un contrat de frais de santé éligible au dispositif Madelin pour les indépendants. La plupart du temps, cette dispense, elle est sollicitée par une personne qui bénéficie par ailleurs d'un régime collectif et obligatoire de frais de santé mis en place dans une entreprise. Donc, ça vise en pratique les personnes qui ont plusieurs employeurs, donc qui occupent plusieurs emplois et qui, obligatoirement, une couverture frais de santé, c'est obligatoire légalement, à tout le moins, qui bénéficient au titre de 2 emplois différents d'une couverture de frais de santé et qui donc, parce qu'elles bénéficient déjà d'une couverture collective et obligatoire, peut se dispenser d'adhérer à la couverture mise en place dans l'autre entreprise. Une autre situation assez fréquente, qui effectivement a fait l'actualité l'an dernier, c'est le fait de bénéficier en tant qu'ayant droit d'un dispositif collectif et obligatoire au titre d'un ouvrant droit. Donc par exemple, la personne, dans une entreprise, salarié d'une entreprise A, bénéficie du régime de frais de santé mis en place dans une entreprise B, qui est l'entreprise de son conjoint, et dont le régime prévoit la couverture des ayants droit. Donc c'est probablement le cas de dispense le plus mobilisé par les salariés. On retrouve aussi les salariés qui bénéficient par ailleurs d'une couverture individuelle de frais de santé. Alors cette dispense, elle est assez limitée puisque l'idée, enfin, je vous rappelle qu'une couverture, un contrat d'assurance de frais de santé d'une manière générale, il est résiliable tous les ans, voire c'est nouveau après la première année d'adhésion en cours d'année. Donc ce sont des contrats dont on peut se délier assez facilement. Donc en tenant compte de cette faculté de renoncer assez facilement à la couverture individuelle de frais de santé, cette dispense d'adhésion ne joue que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Donc c'est-à-dire que un salarié embauché en cours d'année dans une entreprise qui est déjà couvert à ce moment-là par une couverture individuelle de frais de santé, il peut effectivement, au moment de son embauche, dire qu'il refuse d'adhérer au régime de son entreprise, mais à la fin de l'année, la dispense d'adhésion arrivera à son terme. On peut d'ailleurs se poser la question aujourd'hui, avec cette fameuse faculté de résiliation infra-annuelle de RIA, si cette dispense ne devrait pas évoluer pour prévoir que si le salarié a la faculté de se dispenser en cours d'année au moment de son embauche, la dispense d'adhésion dans son entreprise ne jouera que jusqu'au mois prochain, hein, puisque c'est la date à laquelle le salarié pourrait résilier sa couverture individuelle de frais de santé. Une autre dispense d'ordre public, ça concerne les salariés qui bénéficient d'un dispositif qui s'appelle la C2S, donc la complémentaire santé solidaire. Alors auparavant, ça s'appelait la CMUC, c'est ça, et puis il y a eu aussi et l'ASTS. Voilà, donc ce sont des aides publiques qui permettent soit le bénéfice d'une couverture gratuite, soit un cofinancement par les pouvoirs publics d'une couverture de frais de santé. Donc là encore, on serait sur une double couverture qui n'est pas nécessaire si on obligeait le salarié bénéficiaire d'une C2S à bénéficier également et à financer la couverture mise en place dans son entreprise. Alors, c'est un cas de dispense sur lequel on est très peu interrogé, puisqu'on peut penser quand même, on espère, que si un salarié titulaire d'un contrat de travail est rémunéré à ce titre, il n'est pas éligible en termes de revenus à la C2S. Donc, c'est un cas effectivement qui se pose assez rarement. Le dernier cas, ça va considérer les salariés en contrat, soit de travail, soit contrat de mission à durée déterminée, et qui, s'ils devaient être couverts obligatoirement par le régime de frais de santé de l'entreprise, seraient couverts moins de 3 mois. Alors, il est un petit peu alambiqué ce cas de dispense. C'est pas, la condition n'est pas d'avoir un CDD de moins de 3 mois, c'est d'être couvert moins de 3 mois par le régime de frais de santé mis en place dans l'entreprise. Donc, ça tiendrait compte d'éventuelles conditions d'ancienneté, par exemple, qui n'ont plus trop de sens aujourd'hui avec la généralisation de la complémentaire santé. Donc, abusivement, on peut parler effectivement de salariés en CDD de moins de 3 mois.
Alors, le principal cas où on a pu voir des couvertures de moins de 3 mois avec par exemple, prenons un CDD de 2 mois. CDD de 2 mois qui commence le 2 mars, avril-mai, et qui se termine. Enfin bon, c'est les 2 mois qui chevauchent des mois et dans le cadre desquels les contrats d'assurance prévoient qu'à partir du moment où la cotisation est forfaitaire, de toute façon, on est couvert pour le mois entier. Ce qui pourrait amener quelqu'un avec un CDD de 2 mois ou de 2 mois et demi, en tout cas un CDD de moins de 3 mois, à avoir quand même une couverture de 3 mois et donc pas de moins de 3 mois, puisque avec la cotisation forfaitaire qui m'amène du début d'un mois d'embauche jusqu'à la fin d'un mois de sortie, j'ai mes 3 mois, alors même que la durée de mon CDD était inférieure à 3 mois. C'était principalement, enfin, à ma connaissance, la seule hypothèse dans laquelle cette dichotomie entre durée de CDD et durée de couverture a pu se rencontrer. Donc pour le coup, ces dispenses d'ordre public qui ont été limitativement énumérées par le texte sont des dispenses dont l'originalité, un peu ignorée par les URSSAF elles-mêmes, hein, on peut le constater à l'occasion des contrôles, les inspecteurs qui vérifient si les dispenses sont bien mises en œuvre. On y reviendra hein, sur comment se passent les contrôles, mais on peut quand même constater aujourd'hui qu'on a quand même le sentiment que l'article D911.5, qui est celui qui, après l'énumération des dispenses, il est d'ailleurs 3 articles plus loin, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont jamais vu, je ne sais pas, mais est un peu oublié dans la pratique. C'est un article qui précise que ces dispenses ne sont d'ordre public que lorsqu'elles sont mises en place à des moments limitativement énumérés, qui sont l'embauche, la date de mise en place du régime, alors celui-là est clairement en train de disparaître ou devrait avoir d'ores et déjà complètement disparu, puisque depuis le 1er janvier 2016, tout employeur a l'obligation d'offrir une couverture de frais de santé à ses salariés avec la généralisation des complémentaires santé. Il ne devrait plus y avoir aujourd'hui, en 2024, de première mise en place d'un régime de frais de santé dans une entreprise. On retrouve généralement, quand on crée des filiales ou quand il y a des opérations de restructuration avec la création de NewCo, pour lesquelles, effectivement, c'est la création d'une entreprise dans laquelle il faut mettre en place un régime. C'est les situations dans lesquelles ce cas de dispense s'applique aujourd'hui. Donc, l'embauche, la date de mise en place du régime, et ce qui est la seule hypothèse qui fonctionne donc au fil de l'eau, hein, parce que les autres, elles sont au démarrage, et puis ensuite, il n'y a plus de sujet, c'est quand j'arrive ou quand je mets en place. Les autres sont beaucoup plus délicates à gérer, puisqu'elles sont en cours de vie du régime et en cours de carrière du salarié. C'est la date de prise d'effet de la couverture par ailleurs, qui est celle qui justifie le bénéfice de la dispense. Donc, par exemple, là, on va prendre un cas simple. Je suis célibataire quand je suis embauchée, donc quand j'ai été embauchée, je n'ai pas été en mesure de solliciter le bénéfice de la couverture de mon conjoint, enfin, la dispense liée au bénéfice de la couverture de mon conjoint. Et en cours de poste, je me marie. Ça crée, le cas échéant, on va y revenir, une date de prise d'effet de la couverture me permettant de solliciter la dispense couverte par ailleurs par mon conjoint. Et donc, ça crée un moment auquel j'ai le droit de solliciter de la part de mon employeur le bénéfice de ma dispense d'adhésion. Ce cas-là ne marche pas pour l'assurance individuelle, puisque rappelons que les textes sur l'assurance individuelle sont les mêmes que pour la dispense article 11. Ce n'est susceptible d'être mis en place que à la mise en place. Et à l'embauche, si j'arrive avec une couverture en cours, encore une fois, ça va jusqu'au terme de la couverture. Donc, cette dispense, de toute façon, assurance individuelle, elle est très limitée puisque dans son moment de mise en œuvre, c'est que à la mise en œuvre ou à l'embauche, jamais en cours de vie du dispositif. Et ce n'est que jusqu'à l'échéance annuelle, donc à la louche, jusqu'au 31 décembre ou jusqu'à la date anniversaire de ma couverture individuelle. On n'a aujourd'hui pas de vision, ça n'a jamais été tranché, mais parce que comme je vous le disais, tant la DSS dans le boss que les URSSAF et les inspecteurs à l'occasion des contrôles ont l'air de pas trop quand même s'attarder sur cette histoire de moment. On a un flou sur la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'embauche, qu'est-ce que c'est que la date de mise en place et qu'est-ce que c'est que la date de prise d'effet.
C'est pas le jour même, hein, j'ai pas le jour même et puis après trop tard, fallait le demander le jour J. Est-ce que c'est le mois de l'embauche, le mois de la date de prise d'effet, le mois de la mise en place? Est-ce que c'est jusqu'à la prochaine paye? Est-ce que j'ai le droit de laisser 2 mois du moment que bien évidemment j'ai un effet rétroactif? Parce que de toute façon, la personne qui n'a pas sollicité sa dispense d'ordre public ne peut pas avoir de mois sans cotise. Donc il faut que, même si je leur laisse 2 mois pour se prononcer, s'ils lèvent le doigt, il faut que ce soit à effet rétroactif, en tout cas pour ce qui est du fait générateur de l'embauche. Voilà, il y a comme ça des petites marges d'appréciation. On voit bien que globalement, les entreprises, elles font ça comme elles peuvent et que ça ne semble susciter aucune remarque hostile de la part des inspecteurs URSSAF. Stéphanie, j'en profite pour vous répondre. On traitera de la question des justificatifs juste après dans la partie 3. Et on répondra exactement à la question que vous posez, qui est très fréquente, effectivement. Donc, pour le coup, maintenant qu'on a vu les dispenses d'ordre public, donc est une dispense d'ordre public, celle qu'on a énumérée, mise en place à ces 3 moments-là. On passe maintenant sur ce qu'on appelle les dispenses conventionnelles, donc celles qui sont à la main de l'employeur, comme on dit, et donc celles pour lesquelles elles ne sont mises en œuvre que si et seulement si j'ai décidé de les prévoir expressément dans mon acte de mise en place. Certaines d'entre elles sont des symétries, elles ont exactement la même tête, c'est le Canada Dry de la dispense d'ordre public, avec des toutes petites touches de différence, c'est-à-dire que la principale différence, c'est le moment de mise en place. C'est-à-dire que si mes dispenses d'ordre public, il n'y a que 3 moments, une entreprise qui voudrait ne pas s'enquiquiner avec les moments et justement être extrêmement souple sur le fait de dire moi, ils le font comme ils veulent, quand ils veulent, ça m'est égal. Et bien là, on pourrait soutenir que l'élargissement des moments de mise en place est une manière de mettre en œuvre une dispense facultative, puisqu'elle n'est plus d'ordre public dès lors que j'ai été au-delà des 3 moments limitativement énumérés pour être qualifiable de dispense d'ordre public. C'est extrêmement subtil. Je pense que, y compris les URSSAF, ne le constatent pas. Et donc, une boîte qui mettrait en œuvre une dispense d'ordre public de manière un peu trop souple sur les moments, sans l'avoir formalisée dans son acte de mise en place, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que je vais vous inciter à faire ça. Quand on peut faire parfaitement, autant le faire. Mais on va se rassurer sur le fait que ça ne semble pas très grave de mettre en œuvre, sans les formaliser dans l'acte, des dispenses d'ordre public en mode un petit peu plus souple sur les moments de mise en œuvre. La véritable différence des dispenses conventionnelles ne sont pas les dispenses d'ordre public élargies, mais sont vraiment des dispenses qui ne sont que facultatives, conventionnelles, à la main de l'employeur. Il s'agit de la dispense, alors qui ressemble, elle aussi, comme 2 gouttes d'eau, à la dispense article 11, mais en quoi est-elle différente de la dispense article 11? C'est que c'est pour toute mise en place de régime par DUE, y compris lorsqu'il n'y a pas de cotisation salariale. Donc là encore, c'est subtil. Si j'ai une cotisation salariale, je suis d'ordre public, parce que je suis article 11. Si je suis 100% patronale, je suis facultative et je peux mettre en œuvre cette dispense pour mes salariés présents dans l'entreprise que si et seulement si je l'ai expressément prévu dans mon acte de mise en place. Bon, c'est encore une fois très subtil. Et le seul intérêt, c'est d'éviter de devoir payer de la CSG-CRDS sur un financement patronal. Donc, extrêmement limité, en effet. Les 3 principales dispenses qui sont, elles, pour le coup, très connues et qui sont un peu les 3 dispenses facultatives par excellence, c'est CDD de moins de 12 mois, CDD de 12 mois et plus dès lors qu'il justifie du bénéfice d'une couverture individuelle par ailleurs, et les temps très partiels ou apprentis dès lors que le précompte de cotisation salariale de tous les dispositifs de PSC mis en place dans l'entreprise amènerait à leur déclencher un précompte atteignant 10% de leur rémunération. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils ont tellement des bas salaires, parce qu'ils sont à temps partiel ou apprentis, ils ont une rémunération suffisamment faible pour que la cotisation salariale qu'on leur précompterait de force serait susceptible de diminuer leur rémunération d'au moins 10%. Donc, c'est vrai que c'est quand même un précompte proportionnellement très important. Donc, c'est la raison pour laquelle il est possible de solliciter pour ces derniers le bénéfice d'une dispense sous réserve de l'avoir prévu dans l'acte. Donc, on en a déjà largement parlé. L'originalité des dispenses conventionnelles, c'est il faut à tout prix
les prévoir. Les différences entre les d'ordre public et les conventionnels sont vraiment très limitées. À noter qu'effectivement, quand on met en place, par exemple, la dispense CDD de moins de 12 mois, elle intègre, elle comprend à l'intérieur d'elle-même la dispense d'ordre public de la couverture de moins de 3 mois dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a aussi certaines dispenses facultatives où, lorsqu'on décide de les mettre en œuvre, elles englobent là d'ordre public. Donc, pour simplifier les actes, ça serait trop complexe de prévoir les deux. Si je prévois la dispense DUE dans tous les cas, quelle que soit l'existence ou non d'une cotisation salariale, je n'ai pas besoin d'aller prévoir expressément l'article 11. Si je prévois la dispense CDD de moins de 12 mois, je n'ai pas besoin de prévoir également la dispense couverture de moins de 3 mois. Donc voilà, ça c'est après dans la rédaction des actes qu'on a comme ça des petits conseils à donner pour tenter, et ce n'est pas une mince affaire, de rendre cette partie dispense pas trop illisible et surtout compréhensible pour les salariés, parce que c'est vrai qu'on finit par avoir des DUE où les 3/4 de la DUE sont mangés par les articles dispenses qui sont d'une complexité quand même un peu impressionnante et pas très intéressante pour les salariés. Oui, c'est pour ça, on verra hein, dans nos recos à la fin du webinaire, ce qui est très important, c'est d'avoir surtout un process et un formulaire de recueil des dispenses très pédagogique et clair, et peut-être dans un langage justement clair, plus que le langage assez juridique qu'on peut trouver dans les actes de mise en place. Alors, le cas sur lequel on a été très longtemps interrogé et qui est d'actualité, hein, puisqu'il a été tranché récemment par la Cour de cassation, ça concerne encore une fois le cas de dispense probablement le plus fréquent, qui est celui de salariés qui sont couverts en tant qu'ayant droit par le régime soit de leur conjoint, soit de leurs parents, qu'on va appeler les ouvrants droit. Le texte précise simplement que pour solliciter cette dispense, il faut que le salarié couvert en tant qu'ayant droit bénéficie d'un régime collectif et obligatoire. Il n'y a pas de doute que ce régime doit être obligatoire pour son conjoint ou son parent, qui est son ouvrant droit, mais pour autant, le texte ne précise pas si la couverture en tant qu'ayant droit doit aussi être obligatoire. On le verra, hein, la couverture des ayants droit, elle peut être obligatoire, notamment lorsque l'employeur finance la couverture des ayants droit et qu'il veut pouvoir appliquer un traitement social de faveur sur le financement de la couverture des ayants droit. C'est comme pour les salariés, dans ce cas-là, il faut que la couverture des ayants droit soit obligatoire. Mais en tout cas, le texte ne disait pas du tout expressément que la couverture des ayants droit devait être obligatoire pour qu'un salarié puisse solliciter la dispense d'adhésion dans son entreprise du fait de sa couverture en tant qu'ayant droit. Alors, sur la place, et puis surtout, parce que la direction de la sécurité sociale l'avait dit dans des circulaires interprétant les conditions d'exonération, jusqu'à présent, jusqu'à juin 2023, il y avait cette position selon laquelle l'adhésion du salarié en tant qu'ayant droit devait être obligatoire dans l'entreprise du conjoint aux parents pour pouvoir solliciter cette dispense d'adhésion. C'était effectivement une lecture très restrictive, ultra légale, on pourrait même dire, ce n'était pas exactement ce que disait le texte, mais dans les faits, effectivement, c'était une circulaire de la direction de la sécurité sociale qui avait vocation à être suivie par les URSSAF. C'était certes critiquable, mais finalement, il n'y avait pas particulièrement d'intérêt à prendre un risque et à permettre aux salariés de se dispenser lorsqu'ils n'apportaient pas la preuve du caractère obligatoire de leur adhésion en tant qu'ayant droit. Et donc, cette position était quand même globalement suivie jusqu'à présent. Tellement suivi que ça a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation dans lequel un salarié s'opposait à cette interprétation de la DSS qui était suivie par son employeur et qui considérait que même s'il était ayant droit à titre facultatif du régime de son conjoint, il avait le droit de se dispenser du régime dans sa propre entreprise. Alors, ça fait sourire, puisque l'enjeu était très faible. La personne est allée sur une cour de cassation. C'est un contentieux qui a donc duré à peu près 10 ans pour réclamer 228 € de cotisation salariale, selon lui, indûment précomptée. Mais il a gagné. Et il a gagné, logiquement, puisque le texte n'imposait pas le caractère obligatoire de l'adhésion des ayants droit. Il impose le caractère obligatoire de l'adhésion de l'ouvrant droit, mais il ne dit rien sur l'ayant droit. Et la Cour de cassation, de manière extrêmement claire, a tranché et a dit qu'on ne pouvait pas exiger que le salarié prouve qu'il était ayant droit à titre obligatoire du régime de son conjoint. Et les URSSAF
Ils ont mis un peu de temps, hein, voilà, quasiment un an, mais le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui est opposable aux URSSAF en cas de contrôle, a intégré cette précision et maintenant, il n'y a aucun doute que ce soit en droit du travail ou que ce soit vis-à-vis des URSSAF, un salarié a parfaitement le droit de se dispenser lorsqu'il est couvert, y compris à titre facultatif, par le régime de son conjoint. Donc, on admettra que ça va quand même largement faire évoluer les moments de mise en œuvre de cette dispense ayant droit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait la limiter. Et les employeurs pouvaient organiser des contraintes consistant à dire, encore une fois, alors soit c'était la d'ordre public, elle avait les 3 moments qu'on a limitativement énumérés tout à l'heure, soit c'était en mode un petit peu plus souple, mais c'était organisé en disant c'est uniquement en janvier que vous avez le droit de me le dire, après si ça arrive en cours d'année, vous attendrez janvier prochain. Enfin voilà, il y avait toutes ces possibilités d'aménager la possibilité de sortir parce que tout à coup je suis couvert par mon conjoint à titre obligatoire. Aujourd'hui, la dispense telle qu'elle est interprétée par la chambre sociale, hein, donc la partie vraiment travailliste, comme on en revient au début, hein, là on était sur une interprétation droit du travail qui a été obligée d'emporter, obligé, enfin on pouvait quand même l'espérer, ils nous ont longtemps fait croire qu'ils n'étaient pas du tout obligés, que la chambre sociale pour eux c'est personne et qu'ils font bien ce qu'ils veulent. Bon, ça aurait été quand même désastreux d'expliquer qu'il y avait une dichotomie entre l'appréciation par la chambre sociale de la Cour de cassation du côté du droit du travail et des obligations patronales, mais qu'en respectant ces obligations patronales de droit du travail, l'employeur se mettait donc en violation des contraintes URSSAF pour bénéficier du traitement social de faveur. Heureusement, la raison les a retrouvés et ils ont accepté d'aligner les 2 normes, droit du travail et droit des URSSAF. Mais donc, encore une fois, vu qu'en droit du travail, on nous dit que peu important le fait que la couverture par ailleurs soit facultative, la logique d'une couverture par ailleurs qui est facultative, c'est qu'elle n'a pas de moment d'entrée en vigueur. C'est pas, par exemple, je me marie, mais avant, on se disait, bah, je me marie, il s'avère que mon mari a une couverture obligatoire. Du jour de mon mariage, sa couverture à lui m'intègre. Je suis obligatoirement couverte à titre obligatoire en qualité d'ayant droit de mon conjoint. Aujourd'hui, on accepte les couvertures facultatives, ce qui veut dire que dans les couples de salariés d'entreprise, ça peut être à tout moment. Ce date d'effet du contrat, de la couverture par ailleurs, en réalité, aujourd'hui, est une autre manière de dire à tout moment. Parce que à tout moment, j'ai le droit, puisque c'est une couverture facultative, de décider d'y rentrer et de dire à mon mari, bah, la couverture de ton employeur, j'y ai pas été pendant tant d'années, maintenant j'ai envie d'y être. Et tout à coup, je dis que j'ai envie d'y être et donc ça m'autorise à dire à mon propre employeur, je bénéficie désormais de la couverture facultative de mon conjoint, certes facultative, mais vous n'avez pas le droit de me le reprocher, donc je sors. Donc ça permet en réalité à un salarié d'être en mesure d'exiger, parce que là on est bien sur du d'ordre public, donc d'exiger de son employeur de le laisser sortir de sa couverture à tout moment parce qu'il a décidé, là encore, d'être couvert par la couverture facultative de son conjoint. Donc ça va vraiment élargir les entrées-sorties hein, qu'on voulait quand même tenter de limiter. Ça va forcément avoir un effet augmentation des entrées-sorties au sein des membres de couples de salariés. Donc là, c'était vraiment la dispense, le salarié, mon salarié, est ayant droit de son conjoint. Là, on est dans l'autre hypothèse, c'est les ayants droit de mon salarié. Donc là, c'est là encore une dispense qui est d'ordre public et qui existe depuis la généralisation des complémentaires santé. À dessein, le législateur s'était dit, on généralise toutes les entreprises auront l'obligation de couvrir à minima au niveau du panier de soins leurs salariés. Ça va donc déclencher énormément de double couverture dans les familles de salariés. Et donc, pour le coup, cette dispense consiste à dire que si je suis dans une entreprise dont l'employeur a fait le choix de mettre en place une structure de cotisation isolée famille obligatoire ou familiale unique, ça pourrait déclencher des hypothèses de double couverture. Mais ce n'est que dans les hypothèses où j'ai une majoration de la participation patronale en fonction du nombre de personnes qui adhèrent à ma couverture que sont créées ce qu'on appelle des couvertures familiales à adhésion obligatoire de la famille. Et en réalité, ce n'est pas l'adhésion qui est obligatoire, c'est l'obligation pour le salarié d'acquitter la cotisation qui est celle correspondant à sa situation de famille réelle.
Donc, c'est ce qu'on appelle les isolés familles obligatoires ou les adultes enfants obligatoires. Donc, le salarié, en fonction de sa situation de famille, cotisera en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans sa famille et l'employeur majorera son financement tout en pouvant continuer à être exonéré pour cette majoration de financement au profit d'une cotisation obligatoire pour les membres de la famille de mon ayant droit. Si tous les employeurs avaient des systèmes comme ça, tout le monde se retrouverait à être double cotisant pour son conjoint et ses enfants. C'est la raison pour laquelle, de manière d'ordre public à nouveau, un salarié qui rapporte la preuve de ce que son conjoint et ou ses enfants sont d'ores et déjà couverts dans une autre couverture collective et obligatoire pour son conjoint, donc pour l'ouvrant droit, mon salarié peut dire « je ne cotise qu'en isolé » malgré ma situation de famille réelle. Donc là, contrairement aux dispenses dont on vient de parler, ce n'est pas le salarié qui sort. Le salarié ne va pas se désaffilier, il ne va pas se dispenser d'adhésion. Il va s'autoriser à cotiser dans une structure de cotisation qui n'est pas celle de sa situation de famille réelle. Donc, cotiser en isolé alors qu'il est marié et qu'il a 3 enfants. Parce qu'il aura demandé cette dispense, parce que son fameux conjoint et ses 3 enfants sont couverts par une couverture par ailleurs. Donc, cette dispense est d'ordre public. Elle peut être mise en œuvre par le salarié qui le sollicite et elle peut être mise en œuvre à tout moment. Parce que, pour le coup, les textes ne sont pas venus limiter les moments de mise en œuvre. La dispense, la cotisation familiale unique n'est pas concernée pour la simple et bonne raison que là, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire. On ne voit pas ce qu'on peut faire pour dire à quelqu'un, on va t'autoriser à ne pas cotiser pour tes ayants droit, puisque de toute façon, on ne fait pas la part dans la cotisation familiale unique, comme son nom l'indique. Elle est familiale et unique. Même un célibataire paye le même prix que quelqu'un qui a 3 enfants. Donc, de toute façon, tout le monde paye la même chose. Que tu me prouves ou pas que ta famille est couverte par ailleurs, ça peut éventuellement déclencher la volonté du salarié de se dispenser lui, mais il ne peut pas dispenser que ses ayants droit, puisque de toute façon, y compris en tant que célibataire, il acquitte la même cotisation. On l'a pas mis dans le support, hein, mais pour terminer avec les histoires de famille, vous savez peut-être qu'il y a aussi la situation qui est réglée par la doctrine administrative des couples travaillant dans la même entreprise. Et en effet, hein, lorsqu'on a une cotisation familiale unique, heureusement, on ne fait pas payer aux 2 salariés chacun une cotisation familiale unique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est affilié en propre et l'autre qui est affilié en tant qu'ayant droit. Ce n'est pas vraiment une dispense, mais on peut dire que c'est une exception au caractère obligatoire. Alors, pour terminer ce webinaire, on a voulu vraiment vous apporter, c'est vrai que ça intéresse beaucoup, hein, notamment côté entreprise, hein, les RH ou les gestionnaires de paye, un éclairage pratique et un retour d'expérience sur voilà, comment est-ce qu'on traite les dispenses, quel process on peut mettre en place, quel justificatif il faut récupérer et comment on anticipe un contrôle URSSAF. Alors, assez rapidement, on voulait justement se faire un petit rappel sur le traitement social et fiscal du financement patronal. On en a beaucoup parlé depuis le début. Une des raisons principales pour laquelle on est si précis et on prend autant de précautions sur la gestion des dispenses et sur le respect du caractère obligatoire, c'est le bénéfice de ce traitement social, essentiellement social, de faveur en frais de santé. Et donc, petit rappel, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Normalement, n'importe quel élément de rémunération dont un employeur fait bénéficier à ses salariés, il est intégralement soumis à charges sociales avec un taux, on va dire, moyen d'environ 57%. Alors, ce taux, il varie selon la rémunération des bénéficiaires, enfin, il peut varier selon un certain nombre de critères, mais on peut se dire que en moyenne, dans une entreprise, hein, sur la masse salariale, c'est à peu près 57%, avec une grosse part employeur, 37% environ, voilà, c'est ce qu'on peut retenir, et 20% pour le salarié. Le financement patronal des régimes de frais de santé, de prévoyance et de retraite, en effet, il bénéficie d'une exonération de cotisation de sécurité sociale. Dans les charges sociales, on a ce qu'on appelle des cotisations de sécurité sociale et ce qu'on va appeler des contributions de sécurité sociale. Et ce n'est pas juste sémantique, il y a vraiment, ce n'est pas les mêmes cotisations derrière. Par exemple, CSG-CRDS n'est pas une cotisation de sécurité sociale, c'est une contribution sociale. Et donc, cette exonération de cotisation de sécurité sociale qui s'applique au financement patronal des régimes de PSC conduit à ce que
le financement patronal ne soit pas du tout soumis à 37% de charges sociales pour l'employeur et 20% pour le salarié, mais de l'ordre de 8% pour l'employeur en frais de santé, c'est uniquement le forfait social. Donc c'est pareil en prévoyance, donc c'est 8% en frais de santé et en prévoyance au lieu de 37%. En retraite supplémentaire, le forfait social est plus important, il varie entre 16 et 20%. Et au lieu pour les salariés de payer 20% de charges sociales sur le financement patronal, assis sur le financement patronal, ils ne vont payer que la CSG-CRDS au taux global de 9,7%. Donc, vous avez mis un petit exemple pour se représenter l'économie que ça représente. Voilà, des chiffres très simples. Une entreprise de 100 salariés, une cotisation frais de santé de 2% du PSS, donc a priori qui couvre uniquement les salariés et pas leurs ayants droit. Ça représente pour l'employeur un financement patronal de l'ordre de 46 000 euros par an. L'application du traitement social de faveur lui permet quand même de réaliser une économie de l'ordre de 13 000 euros par an. Et chaque salarié, effectivement, une économie un petit peu plus faible. Mais en tout cas, c'est essentiellement pour l'employeur que ça représente une économie importante. Et c'est ça qu'il va vouloir sécuriser. Là encore, on a pris un exemple très simple avec 100 salariés et une cotisation frais de santé faible, mais ça peut vraiment représenter des montants importants. En cas de redressement URSSAF, comme il y a déjà de la CSG-CRDS et déjà du forfait social, le montant du redressement est moins important que pour certains autres éléments de rémunération, comme les avantages en nature ou les frais professionnels, mais ça représente un risque important à sécuriser. Donc, on l'a dit, pour bénéficier de ce traitement social de faveur, il y a plusieurs conditions à remplir. Aujourd'hui, on s'est focalisé uniquement sur le caractère obligatoire, mais vraiment, en synthèse, il faut également que le régime soit formalisé par un acte de droit du travail, il faut que le régime soit collectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit le même, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour une catégorie objective d'entre eux. En frais de santé, il faut que le contrat soit responsable, il faut rester en dessous de certaines limites d'exonération. Mais voilà, principalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le caractère obligatoire. Donc, on ne peut pas permettre à un salarié de refuser d'adhérer au régime, sauf lorsqu'il a une bonne raison, c'est-à-dire une dispense en bonne et due forme. Et attention, hein, le défaut de caractère obligatoire, la sanction, c'est la perte du traitement social de faveur. De très longue date, pendant très longtemps, entre 2009 et 2018 de mémoire, il suffisait qu'il manque une dispense pour que l'URSSAF réintègre l'intégralité du financement patronal dans l'assiette des cotisations et donc lui applique toutes les cotisations de sécurité sociale. Certes, elle rembourse le forfait social à l'entreprise, mais en tout cas, lui faire perdre le traitement social de faveur. En 2018, le législateur, hein, c'est vrai qu'il y a eu des affaires, notamment des arrêts de cour de cassation extrêmement sévères, dont on a pu se rendre compte qu'ils n'avaient pas trop de sens en réalité, qu'ils étaient beaucoup trop contraignants et beaucoup trop à cheval sur le formalisme. Le législateur a pris une bonne décision, c'est de prévoir que, bon, la violation du caractère obligatoire, lorsqu'elle reposait sur, par exemple, des dispenses manquantes, ne donnait pas lieu à l'assujettissement de l'intégralité du financement patronal à charge sociale, mais ce redressement était proportionné aux sommes manquantes, avec une règle de calcul, c'est-à-dire que, mettons qu'il manquait, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, 10 dispenses. Alors, soit vraiment il manque les 10 demandes, soit effectivement les demandes ont été accordées, mais pour des raisons diverses, elles ne sont pas valables. On multiplie le montant du financement patronal manquant pour les 10 salariés, celui dont ils auraient dû bénéficier s'ils n'avaient pas été indûment dispensés, et on multiplie ce financement par 1,5 et ça donne le montant du redressement. Donc effectivement, il faut multiplier par le nombre de salariés, il faut multiplier par le nombre de mois, mais dans certaines situations, ça donne en effet un montant inférieur à celui que aurait réglé l'entreprise si elle avait été redressée sur l'intégralité du financement patronal. Là, quand on compare les deux exemples, effectivement, c'est moitié moins cher. Alors attention, on s'est rendu compte, hein, très concrètement dans des contrôles URSSAF, que parfois, notamment quand vraiment le nombre de demandes de dispense manquantes est beaucoup trop important par rapport à l'effectif de l'entreprise, là, pour le coup, c'est plus du tout avantageux de se voir appliquer cette proportionnalité. Et donc, au final, l'entreprise réintègre l'intégralité du financement patronal à l'assiette des charges sociales. Quand même à retenir qu'en effet, on peut être un petit peu moins angoissé qu'auparavant.
sur voilà, le processus de recueil des dispenses. La sanction, elle est moins brutale et radicale qu'auparavant. Alors pour le coup, ça, on en a déjà pas mal parlé, donc on le rappelle, hein, les URSSAF vont vérifier quoi justement pour vérifier que l'employeur était légitime à bénéficier du traitement social de faveur et ne pas procéder à un redressement selon les modalités que Louis vient de vous exposer. Elle vérifie que la dispense a été valablement accordée, ce qui suppose que le moment choisi est le bon dans le cas des dispenses d'ordre public ou dans le cas où des entreprises l'ont dans leur acte limité. Parce qu'encore une fois, les dispenses facultatives pouvant être encadrées, les dispenses conventionnelles pouvant être encadrées, l'employeur a pu en encadrer le moment. Donc là, pareil, l'URSSAF va dire, vous aviez dit que vous autorisiez la mise en œuvre qu'à ce moment-là. Par exemple, pour un CDD, vous dites que c'est que à l'embauche. CDD de moins de 12 mois, c'est que à l'embauche. Et en fait, je vois que ce CDD de moins de 12 mois, il a fait des allers-retours, etc. Bon, là, c'est une violation du moment que l'employeur avait décidé dans son acte de mise en place sur une dispense conventionnelle. Donc, on vérifie le moment, on vérifie qu'on fait partie de l'énumération, que ce soit l'énumération d'ordre public ou que ce soit l'énumération facultative contenue dans l'acte de mise en place du régime dans l'entreprise. On vérifie qu'il n'y a pas de contradiction entre ce qui est écrit et la pratique réelle à la lumière des bulletins de paye. Et on vérifie effectivement si la durée, notamment pour la dispense couverture individuelle dont on parlait par ailleurs, n'est pas allée au-delà si on n'a pas quelqu'un dont ça fait 5 ans qu'il est dispensé sur le fondement de la dispense couverture individuelle par ailleurs, ce qui est par nature impossible. Donc, l'inspecteur de l'URSSAF vérifie tout ça et l'employeur doit, pour permettre à l'inspecteur de l'URSSAF de vérifier tout ça, lui remettre la demande de dispense du salarié, parce que tout le débat consiste à savoir, c'est vrai que fut un temps, on a beaucoup entendu des entreprises dire « Ah oui, mais je dirais qu'il s'est dispensé ». C'est effectivement un peu facile de créer une sorte d'exclusion en prétendant que c'est une dispense. Et donc, quelle est la différence entre j'ai exclu ce salarié ou il a sollicité le bénéfice de la dispense? C'est d'avoir la possibilité de prouver que c'est pas moi qui l'ai mis dehors, mais c'est que lui qui a voulu sortir. Donc, pour prouver que c'est lui qui a voulu sortir, il faut tout simplement avoir une trace écrite d'un formulaire de dispense, d'une demande de dispense que l'employeur devra conserver. La seule de ces dispenses pour lesquelles les textes prévoient que l'employeur est censé ressolliciter cette demande de dispense annuellement, chaque année, c'est la dispense couverte par ailleurs. Je profite peut-être parce que j'ai vu la question consistant vu qu'on reparle rapidement des moments, on prendra toutes vos questions à la fin, mais celle-là est en lien avec ce que je viens de dire. Concernant le moment, vous disiez qu'il n'était pas très clair de savoir justement maintenant que la couverture de l'ayant droit peut n'être que facultative pour son ayant droit. Quand est-ce que moi, entreprise, je laisse mon salarié sortir parce qu'il me dit qu'il est couvert par la couverture facultative de son conjoint par ailleurs, il n'a même plus besoin de mentir en me disant qu'elle est obligatoire. Non, non, il peut parfaitement assumer le fait qu'elle est pleinement facultative. En réalité, à tout moment, puisque le texte nous dit lors de la date d'effet de cette couverture par ailleurs. Mais la date d'effet de cette couverture par ailleurs, pour lui, c'est lui qui en décide, puisque c'est lui qui peut décider de rejoindre la couverture de son conjoint, comme on disait, à tout moment. Donc, en théorie, c'est quand même lorsqu'il se met à bénéficier de la couverture de son conjoint. Donc, ce n'est pas 5 ans après avoir bénéficié de la couverture de son conjoint, c'est lorsqu'il en bénéficie. Mais ce fameux moment où il en bénéficie peut être à tout moment en fonction du fait que c'est quand il décide d'en bénéficier. C'est là où il n'y a plus rien de véritablement impératif. Et puis surtout, on va en profiter pour passer sur les justificatifs, c'est-à-dire que le salarié va-t-il devoir me prouver cette situation? Non. Donc, quelque part, c'est encore plus à tout moment, puisque, quelque part, comment va-t-il le prouver? Par une simple déclaration sur l'honneur, puisque depuis la généralisation des complémentaires santé, une ancienne doctrine URSSAF qui a été réintégrée dans le bulletin officiel de la sécurité sociale et qui est donc désormais opposable à tous, hein, sans aucune discussion, l'URSSAF dit « Moi, URSSAF, je me satisfais d'une simple déclaration sur l'honneur. » Donc, à partir du moment où ce salarié, sans avoir particulièrement l'impression de mentir, apporte
un justificatif en disant « je demande à être dispensé parce que j'atteste sur l'honneur que je bénéficie de la couverture de mon conjoint dans son entreprise », et point. Et je ne peux pas lui dire « prouve-moi qu'elle est obligatoire », enfin prouve-moi ou affirme-moi qu'elle est obligatoire. Non, puisque même si elle est facultative, ça marche. Donc, quelque part, c'est ce qui libère complètement la mise en œuvre de cette dispense d'ordre public. C'est-à-dire que c'est la date d'effet de ma couverture par ailleurs, dont je suis seul maître. Et c'est vrai que la déclaration sur l'honneur telle que exigée par les URSSAF n'énumère pas, enfin, dans l'énumération de ce qui doit figurer, dans les mentions qui doivent figurer sur la déclaration sur l'honneur, il n'y a pas effectivement le moment de prise d'effet de la couverture dont je bénéficie en tant qu'ayant droit. D'ailleurs, même avant, on voyait bien que les dispenses, les formulaires qui à un moment ont été proposés, qui sont restés sous forme de projet, hein, mais par le ministère lui-même, les exigences qui figurent dans le BOSS qui sont relativement précis, le fait de dire qu'il faut que cette déclaration sur l'honneur comprenne, encore une fois, vous l'avez sous les yeux, les textes rappellent que cette circulaire doit, ce formulaire doit préciser le nom de l'organisme assureur par lequel je suis couvert par ailleurs. Alors ça, c'est vrai que c'est d'ailleurs assez discutable. Mais bon, c'est écrit dans la doctrine. Il faut que sur ce formulaire figure le nom de l'organisme assureur qui me couvre et la date de fin de droit lorsqu'on est dans une hypothèse où il y a une date de fin de droit. Le fait d'avoir expressément indiqué dans la doctrine qu'il était impératif que le salarié précise dans le formulaire et dans sa déclaration sur l'honneur la date exacte à compter de laquelle il devenait nouvellement bénéficiaire de la dite couverture par ailleurs, n'a jamais été un sujet qui a attiré l'attention des uns et des autres, ni de la doctrine dans la rédaction des différents textes émanant de la DSS, ni dans la pratique à l'occasion des contrôles URSSAF. Alors, on en profite pour insister sur cette généralisation de la déclaration sur l'honneur. C'est vrai que Stéphanie, vous nous mettez dans le chat et c'est un retour qu'on peut un petit peu avoir, mais on va y revenir, selon lequel certains inspecteurs de l'URSSAF ne seraient pas à jour de cette évolution de la doctrine et continueraient à exiger des justificatifs. Encore une fois, c'est vrai que ça pourrait sembler logique pour les URSSAF de demander des justificatifs. Cependant, le principe du bulletin officiel de la sécurité sociale, c'est que c'est une doctrine administrative avec un statut juridique extrêmement particulier. Sur le fondement de l'article L243.6.2 du Code de la sécurité sociale, il a une portée juridique exceptionnelle, extraordinaire pour une doctrine, pour un acte administratif. C'est qu'il est opposable par les entreprises aux URSSAF en cas de contrôle. C'est-à-dire que toutes les tolérances qui figurent dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, quand bien même elles seraient beaucoup plus souple que les textes, ferait sauter des conditions. Si à la limite demain on avait une doctrine administrative dans le BOSS qui nous disait qu'un régime n'avait plus besoin d'être collectif, on n'a aucun risque de redressement URSSAF. En tout cas, si on a éventuellement un risque d'avoir un débat avec un inspecteur qui ne connaîtrait pas le BOSS, on gagnerait automatiquement et obligatoirement devant une juridiction pour se défendre contre ce redressement. C'est extrêmement puissant. Les tolérances qui figurent dans le bulletin officiel de la sécurité sociale. Et c'est extrêmement clair, cette précision dans le BOSS. Encore une fois, ce qui se déclare sur l'honneur n'a pas besoin d'être justifié, c'est le principe d'une déclaration sur l'honneur. Et donc, un inspecteur de l'URSSAF n'a aucune légitimité pour demander des justificatifs. Cette doctrine, elle est entrée en vigueur au 1er septembre 2022. C'est vrai qu'on peut encore avoir des inspecteurs qui ne sont pas à jour ou des contrôles URSSAF assez récents, par exemple, je ne sais pas, en 2023, qui porteraient sur les années 22, 21, 20, pour lesquels, en effet, il y a des années qui ne sont pas couvertes par cette tolérance. Là, alors, Charlotte l'a dit, ça figurait dans une doctrine, dans une circulaire avant le BOSS, mais qui n'était pas valablement publiée, signée, opposable, etc. Mais hormis ce cas précis, aujourd'hui, c'est sûr que depuis le 1er septembre 2022, pour toute la période qui suit cette date, la déclaration sur l'honneur est 100 fois valable et il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. Les inspecteurs de l'URSSAF, s'il y en a qui continuent à demander des justificatifs, ont complètement tort. Et devant une juridiction, le raisonnement est vraiment imparable. Est-ce que, et poser une question intéressante, est-ce que dans l'acte de mise en place, il faut préciser qu'on se satisfera d'une déclaration sur l'honneur ou est-ce qu'il faut exiger des justificatifs? En réalité,
il y a très peu d'actes de mise en place qui, à ce jour, prévoyaient la déclaration sur l'honneur, puisque ce n'était pas sécurisé à 100% d'un point de vue URSSAF, donc qui prévoyaient tous le recueil des justificatifs. Un employeur peut parfaitement s'écarter en droit du travail de ce qu'il avait prévu comme preuve, comme forme de demande de dispense dans son acte de mise en place. Et il peut s'en écarter et puis se contenter d'avoir une déclaration sur l'honneur du salarié à produire aux inspecteurs de l'URSSAF. Donc, on peut penser que pour les entreprises les plus frileuses, elles peuvent, voilà, pourquoi pas, continuer à exiger des justificatifs dans l'acte de mise en place, tout en se gardant la possibilité, la liberté d'accepter une simple déclaration sur l'honneur du salarié. Une situation d'ailleurs un petit peu similaire, c'est, rappelons, hein, qu'un employeur, il peut certes, vis-à-vis des URSSAF, se contenter d'une déclaration sur l'honneur, mais les salariés n'ont pas, en droit du travail, la possibilité d'exiger qu'une simple déclaration sur l'honneur suffise à être dispensée. Un employeur, il aurait parfaitement le droit, il serait parfaitement légitime à continuer à demander à ses salariés de justifier, de prouver par tout document probant qu'il se trouve dans la situation qui justifie la dispense. Alors, il ne peut pas le faire hein, s'il a écrit noir sur blanc dans sa DUE ou dans son accord collectif que la déclaration sur l'honneur suffira. Mais il a parfaitement le droit, dans l'acte, de continuer à demander des justificatifs en se laissant éventuellement la possibilité et la latitude pour ne pas les demander en pratique, mais il a le droit de continuer à les exiger en droit et en pratique. Et c'est pour faire écho à ce que vous disiez aussi, Stéphanie, c'est vrai que ce soit l'élargissement des cas de dispense au cas particulier des salariés couverts en tant qu'ayant droit, puisque maintenant leur couverture en tant qu'ayant droit n'a plus besoin d'être obligatoire, ou la généralisation de la faculté de se satisfaire de déclarations sur l'honneur, c'est vrai que ça renforce ce qu'on appelle le risque d'antisélection. Ça renforce les entrées-sorties de salariés qui éventuellement peuvent avoir un intérêt un jour à bénéficier du régime de l'entreprise A et un autre jour du régime de l'entreprise B. C'est vrai que ça augmente le nombre d'allers-retours et l'antisélection, et donc ça peut être un sujet côté assureur et côté tarification du régime sur effectivement l'équilibre financier du régime. Donc, c'était la stratégie de chaque entreprise, hein, en accord avec son conseil, enfin, comment dire, concertation avec son conseil et son assureur, de voir comment elle gère le mieux ce risque, enfin, voilà, cet inconvénient qu'il peut y avoir en termes d'équilibre financier du régime, avec le côté quand même gestion pratique des demandes de dispense au sein de l'entreprise. C'est pour ça qu'on voit quelques grands groupes, parce qu'ils ont des services ressources humaines suffisamment dotés pour pouvoir probablement organiser un peu mieux le recueil des dispenses et qui se sentent assez armés pour affronter ce recueil des dispenses et qu'ils craignent beaucoup le risque d'antisélection à une échelle importante. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait possible de ne pas décider de faire sauter les demandes de justificatifs dans les actes de mise en place. Et c'est vrai qu'on voit des groupes, enfin pas que des grands groupes d'ailleurs, mais on voit certaines entreprises à dessein avoir parfaitement conscience de tout ce débat et arbitrer en disant non, 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 moi je veux le justif et sans justif je ne laisse pas sortir. Encore une fois, pas du tout pour sécuriser l'URSSAF, mais pour sécuriser l'équilibre de leur régime. Alors, en pratique, vous l'avez compris, hein, c'est extrêmement important de se conserver la preuve des demandes de dispense de salariés, que ce soit pour éviter un jour un contentieux avec un salarié dont on n'aurait pas la preuve qu'il avait demandé sa dispense. Et donc, par conséquent, rien ne justifiait qu'il ne soit pas bénéficiaire du régime. Hein, ça peut arriver, ce type de contentieux prud'homo, mais essentiellement pour éviter tout redressement URSSAF, quand bien même ces redressements seraient proportionnés au nombre de dispenses manquantes. Donc c'est important de mettre en place, en fonction de l'organisation et des contraintes de chaque entreprise, son propre processus de recueil des dispenses. C'est important surtout d'avoir, comme on l'a dit, en plus de l'acte de mise en place du régime, quand bien même ce serait une DUE qui a vocation à être mise à chaque salarié, c'est important d'avoir un formulaire en langage clair qui est parfaitement conforme avec la configuration de l'entreprise et des éventuels cas de dispense conventionnels qu'elle a pu prévoir, et bien sûr de les conserver. C'est vrai, nous, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, des formulaires très clairs, un petit peu en legal design pour permettre le bon fonctionnement de ces cas de dispense. Une fois qu'on a écrit une bonne fois pour toutes un formulaire avec toutes les règles applicables, normalement, on n'a plus de soucis à se faire pour l'avenir.
Et maintenant, on va reprendre les questions qu'on n'a pas pu traiter auparavant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à profiter du fait qu'on va les dérouler progressivement, à en poser d'autres dans les 10 minutes qui nous restent. Ça nous permet d'avoir un temps d'échange et un temps de questions-réponses avec plaisir. Donc, la première question à laquelle on n'a pas répondu au fil de l'eau est celle de William, qui nous indique qu'effectivement, la principale différence entre le CDD dont la couverture est inférieure à 3 mois en mode dispense d'ordre public ou la dispense CDD de moins de 12 mois en mode dispense conventionnelle, c'est le bénéfice du versement santé. Oui, mais il n'en demeure pas moins que ça n'interdit pas, parce que je pense que vous avez posé cette question au moment où on a dit finalement quand on met la moins de 12 mois, ça englobe, ça intègre celle moins de 3 mois, donc on n'a pas besoin dans l'acte d'écrire les deux. Il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas besoin dans l'acte d'écrire les deux, mais vous avez parfaitement raison sur le fait de dire que quand on écrit uniquement la dispense CDD de moins de 12 mois, soit on veut se faire vraiment une communication très explicite, soit pas. Nous, il est vrai qu'on a quand même plutôt coutume d'avoir vu depuis l'existence du versement santé des entreprises nous indiquer qu'elles ne voulaient pas forcément être très communicantes, que quand le salarié lui demande, il n'y a pas de débat, on le verse, mais pas forcément faire une méga pub sur le versement santé. Mais oui, il est vrai que parmi les CDD de moins de 12 mois, ceux qui viendront vers l'employeur en disant « moi, je suis moins de 3 mois » et je bénéficie d'une couverture responsable par ailleurs, parce que n'oublions pas que la condition pour bénéficier du versement santé, c'est d'avoir une couverture responsable par ailleurs sans financement, c'est de dire je verserai à ce salarié-là un équivalent de la contribution patronale qu'il perd en sollicitant le bénéfice de la dispense dans mon régime, mais je lui verserai une sorte d'équivalent pour lui permettre de participer au financement de sa fameuse couverture obligatoire par ailleurs, qui n'est pas financée par par une autre entreprise ou par un autre biais. Donc oui, les deux se cumulent tout à fait et on pourrait, si on veut être très exhaustif, à l'intérieur de la moins de 12 mois, rappeler le cas particulier de ceux qui sont susceptibles de bénéficier du versement santé ou pas, parce que de toute façon, là encore, c'est d'ordre public et que je l'écrive ou que je ne l'écrive pas, ce versement santé s'applique. On rappellera qu'en effet, le versement santé, c'est quelque chose qu'on rencontre très très peu, hein, qui ne remet pas en cause, enfin, la gestion du versement santé n'est absolument pas un enjeu côté URSSAF. C'est éventuellement un enjeu pour certains salariés pour 3 mois effectivement de couverture. Je pense explique pour la raison pour laquelle on n'en entend jamais parler. Je crois qu'on connaît quand même assez peu de débats ou de problèmes. Alors, nous, on n'a pas forcément le retour. Est-ce que c'est parce que les gens ne la demandent pas? On n'en sait rien, parce que quelque part, ça ne nous remonte peut-être pas parce que ça roule, ça marche, ça ne suscite pas de débat. Quand quelqu'un le demande, l'entreprise le verse. Ou est-ce que c'est parce qu'aucun salarié ne le connaît et que plus le temps passe et plus ce dispositif est enterré et qu'il est un peu devenu lettre morte? Nous, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça ne nous remonte pas. Donc, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas de problème. Alexandra, vous nous apportez une précision que la DSS aurait faite au CETIP, qui concerne justement, si je comprends bien, le moment auquel un salarié peut demander à cotiser différemment de sa situation de famille réelle. Et si je comprends bien, vous nous dites que la DSS aurait dit que ce n'était pas à tout moment, mais à date d'embauche ou à la mise en place de la couverture ou, c'est ça, modification de la situation du salarié. Ils ne sont pas modifiés. Enfin, je ne sais pas, Alexandra, si c'est ça que vous vouliez dire, mais parce qu'on peut se demander si vous ne visiez pas quand même la dispense des 905 et de dire que malgré la jurisprudence, les moments ne sont pas modifiés, il faut toujours exiger les 3 moments. Nous, on ne dit pas que les moments sont modifiés. On dit que le moment numéro 3, il est devenu à tout moment. On dit pas, enfin, c'est ça qui est complexe peut-être, qui était peut-être pas assez clair, c'est que on est tous d'accord que les 3 moments de D905 ne sont pas modifiés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Et que le fait de dire que ça englobe les couvertures facultatives et pas uniquement les obligatoires ne change pas les 3 moments. Mais ce 3e moment, on peut peut-être remettre juste, ce 3e moment, il s'intitule dans D905, la date de prise d'effet de la couverture, par ailleurs, qui justifie le bénéfice de la dispense. C'est juste là où nous, on vous dit qu'en pratique, ça va être extrêmement délicat de savoir qu'est-ce qu'on appelle le moment de prise d'effet de la couverture par ailleurs, puisque ce moment de prise d'effet de ma couverture par ailleurs peut être extrêmement large désormais, puisqu'il est subordonné à un choix de rejoindre ou non et de sortir, et de rejoindre et de sortir une couverture de mon conjoint, puisqu'elle est facultative.
En fait, ce que dirait la DSS, c'est qu'en fait, prise d'effet de la couverture, c'est pas la couverture en tant qu'ayant droit, c'est la couverture du conjoint à titre obligatoire. C'est ce que je veux dire? Ah oui. Ah, Alors, bon, c'est un bah, débat qu'on peut avoir, mais sur un texte qui dit, enfin, je pense devant la Cour de cassation, encore une fois, on a un texte qui nous dit la dispense peut être demandée lors de la prise d'effet de la ouais, ça couverture, n'a aucun sens. permettant de solliciter la dispense. La question, c'est est-ce que c'est la prise d'effet de la couverture de l'ouvrant droit ou la prise d'effet de la couverture de l'ayant droit? Sur un texte qui ne distingue pas, ça va être la même chose. La Cour de cassation, on va encore nous dire, bah attendez, hein, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas eu de distinguer, ça peut être la prise d'effet de la couverture de l'ayant droit. Je ne comprends pas forcément cette position de la DSS plus restrictive. Non, mais surtout, ça ne peut pas fonctionner parce que quelqu'un qui se marie, enfin, quelqu'un qui était dans une boîte depuis 10 ans, donc la date de prise d'effet de la couverture pour l'ouvrant droit, elle est d'il y a 10 ans. Il se marie. Et il s'avère que dans sa boîte, il y a une couverture facultative. C'est quoi? Pour les ayants droit. Donc, il se marie, cette personne, elle ne veut pas. C'est quoi? Si c'est la date d'ouverture de la couverture pour l'ouvrant droit, c'est il y a 10 ans. Enfin, ça... Bon, de toute façon, ce sujet avec la DSS, nous, on l'a abordé un nombre incalculable de fois avec eux. Déjà, pour réussir à obtenir la modification et la clarification du boss en ce sens, c'était pas simple. Donc, bon, voilà, là, ils essaient à nouveau de se raccrocher aux branches et de dire ça change rien. Bon, moi, la toute première fois, il n'y a pas si longtemps que j'ai parlé avec eux, en fait, ils ne connaissaient pas des 905. Ils ne le connaissaient pas, ce texte. Ils ne savaient pas qu'il y avait des moments. Donc, bon, voilà, je pense que je ne sais pas comment a été posée la question et je ne sais pas exactement comment a été formulée la réponse. Quoi qu'il en soit, ça ne tient pas la route. Comme le disait Louis, la Cour de cassation vient déjà de leur dire que leur doctrine qui rajoute à la loi des conditions qui n'y figurent pas, faut arrêter, ça ne marche pas. Donc là, ils nous ressortent encore un truc qui ne marche pas non plus. Donc bon, on Non, pourra en et puis rediscuter en surtout, fonction de la rédaction exacte, hein, mais ça me paraît un petit peu étonnant, cette oui, histoire. et puis comme on l'a dit sur les moments, encore une fois, ça figure pas, alors, si l'entreprise se place sur la déclaration sur l'honneur, encore une fois, c'est pas une mention qui doit figurer, donc c'est invisible, c'est-à-dire qu'il y a un inspecteur de l'URSSAF ne verra jamais et n'est pas en situation de pouvoir vérifier et Oui, à bien sûr. à la lettre du texte, il n'est pas en situation d'exiger la preuve du moment à laquelle la dispense a été formulée. Donc, bon, c'est quand même un point sur lequel, de toute façon, il n'y a quasiment pas d'enjeu, hein. On peut Ouais. se rassurer sur cet aspect-là. Il y a Euh, d'autres avant? Non. alors, ben, c'est Kathleen, tu posais une question, mais je pense qu'on l'a perdu. Tu disais, y compris si on parle de dispense d'ordre public, mais Ah oui. je ne sais plus à quel moment on était du webinaire à ce moment-là, donc si tu peux peut-être la reformuler. Ah, voilà, super. L'employeur a la possibilité de continuer d'exiger des justificatifs, y compris si on parle de dispense d'ordre public. Oui, cette précision qui a été donnée pour le boss, elle vaut quel que soit le cas de dispense. Elle le reprécise expressément. Pour autant, donc elle est applicable pour les dispenses conventionnelles et pour les dispenses d'ordre public. Pour autant, en droit du travail, il n'y a pas de texte qui donne droit aux salariés de se satisfaire de produire uniquement la déclaration sur l'honneur pour être dispensé. C'est n'est pas dans un texte réglementaire, c'est pas dans un texte légal, c'est pas dans une jurisprudence de la Cour de cassation. Donc oui, oui, un salarié, on peut continuer à exiger un justificatif, y compris pour les dispenses d'ordre public. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'intérêt principal des employeurs, hein, on peut penser que c'est un peu plus dur à gérer, etc. Mais c'est possible, c'est dans le champ des possibles. Pour terminer, une question qui repasse sur la retraite. Alors peut-être juste à la fin, il y a une question d'une personne qui a cité une jurisprudence. On va la découvrir avec vous parce que ça me disait trop rien quand je l'ai lu rapidement. Mais donc, avant de terminer, une question sur la retraite supplémentaire. Donc en effet, il y a une première possibilité de se dispenser en matière de retraite supplémentaire. C'est effectivement pas exactement l'article 11 de la loi E20, mais le mécanisme qui a inspiré l'article 11 de la loi E20. On ne peut pas imposer par DIUE le précompte d'une cotisation salariale. Donc, sur le fondement de ce principe, qu'on soit sur un Perro ou un article 83 ou peu importe, effectivement, un salarié, il pourrait toujours comment dire, considérer et revendiquer qu'on ne lui impose pas l'adhésion au régime de retraite supplémentaire. Et donc à ce moment-là, sur le fondement de ce texte, il en sort complètement. Et par exemple, il ne bénéficie pas de la cotisation patronale et si la retraite supplémentaire, ça ne l'intéresse pas du tout, il ne paiera pas de CSG-CRDS sur cette contribution patronale. C'est une première possibilité.
Et la seconde possibilité, qui est beaucoup plus claire, puisqu'elle est dans un texte et beaucoup plus intéressante, à mon sens, pour le salarié, c'est en matière de paire obligatoire. C'est la possibilité d'adhérer au PERO, donc ce qui va lui permettre notamment de faire des versements volontaires et de bénéficier du versement patronal, mais lui, de ne pas payer son versement obligatoire. Et ça ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime, que ce soit pour cette faculté prévu par le Code monétaire et financier de ne pas payer les versements obligatoires. Alors, ça fait 5 ans qu'on attend les doctrines administratives sur le PER. Je pense qu'on ne les aura jamais, mais il n'y a pas de doute qu'à partir du moment où c'est prévu par un texte d'ordre public, ça doit forcément être conforme aux règles d'exonération. Les règles d'exonération, elles sont à chaque fois, parfois ça leur arrive d'être pragmatiques et dans ces cas-là, elles sont toujours conformes aux obligations légales de droit du travail. Et pour celles qui relèveraient de l'article 11 de la loi E20, c'est un petit peu moins clair, mais la situation se posera très très peu et il y a de très nombreux arguments qui justifient elle est toujours dans la version 42.1.6 pour la retraite exactement comme pour les autres. Donc, il n'y a aucun doute qu'en version large, c'est-à-dire en version je sors, elle est validée par R242.1.6 aujourd'hui côté URSSAF. Et en version tu me donnes ta participation patronale et moi, je m'exonère du versement de ma cotisation salariale. Ça, c'est expressément écrit dans le Code monétaire et financier, sans reprise aujourd'hui dans les textes URSSAF, mais pour les raisons que vient d'évoquer Louis, il ne nous semble pas du tout inquiétant qu'il y ait un non-parallélisme. L'URSSAF n'a de toute façon rien à... Elle s'en fiche puisque elle, son redressement ou en tout cas son champ de bataille, c'est la participation patronale qui, elle, reste dans cette hypothèse-là. S'en fiche un peu l'URSSAF de la cotisation salariale de toute façon. William, vous nous demandez si on a un acte, comme il y en a beaucoup, c'est vrai, une DUE, un accord collectif qui prévoyait que l'adhésion du salarié en tant qu'ayant droit devait être obligatoire pour solliciter la dispense d'adhésion. Est-ce que le salarié, est-ce qu'on peut imposer cette condition aux salariés ou est-ce qu'ils sont vraiment bloqués, est-ce qu'ils ne peuvent pas se dispenser? Non, ils peuvent se dispenser. C'est exactement la situation qui s'est posée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin dernier. On ne peut pas lui imposer et on s'expose à un contentieux prud'homal. Peu importe ce qu'on ait écrit. Et d'ailleurs, l'une des questions aujourd'hui est de dire est-ce que je suis obligée de modifier mon acte? Est-ce que tous les actes contiennent cette obligation? Et nos modèles, les premiers d'ailleurs, puisque c'était une contrainte URSSAF. L'une des questions qu'on a beaucoup aujourd'hui, c'est j'ai un acte où c'est écrit, faut-il impérativement que je le modifie? Non, non, tout ce qu'il faut, c'est que j'arrête de l'appliquer. Mais quelque part, c'est pas obligé. Bon, là, on a les catégories objectives qui vont contraindre pas mal d'entreprises à devoir réécrire leur acte d'ici le 1er janvier 2025. Donc, on va bien évidemment en profiter pour toiletter ce point-là. Mais si c'est écrit, je ne peux plus l'appliquer. Ah bon, il n'y a pas de risque URSSAF à ne pas l'appliquer, mais effectivement, vous avez un risque prud'homal de revendication d'un salarié. Une dernière question. Tu l'as lu? Non. Non. Ouais. Non, c'est celle-là la dernière. Sur la dispense santé en tant qu'ayant droit du régime obligatoire de conjoint. Avec la possibilité d'être dispensé, même en... Pourrait-on imaginer que cette clarification donnait lieu à des... C'est une vraie question. des moments. Voilà, la question est de savoir si, lorsque on a refusé à un salarié de se dispenser sous prétexte qu'on exigeait que sa couverture en tant qu'ayant droit soit obligatoire, est-ce que maintenant qu'il y a eu cet arrêt de la Cour de cassation, un salarié pourrait réclamer sur les années précédentes le remboursement du financement salarial? C'est très compliqué. Il faudrait qu'il n'y ait aucune prestation. C'est-à-dire qu'en pratique, jamais le on cas. peut très bien... On se posera la question le jour où il y a véritablement un contentieux. Mais d'un point de vue très théorique, on peut vraiment défendre qu'un employeur, qu'il était contraint par ces conditions telles qu'interprétées par la direction de la sécurité sociale, que c'est une forme de revirement par rapport à une situation, un statu quo qui a duré presque, oui, très longtemps en tout cas. 2003-2023. On peut, et puis encore une fois, si le salarié avait bénéficié de prestations, de remboursement de frais santé jusqu'à présent, c'est très compliqué de lui rembourser par ailleurs le financement de cette couverture qui l'a amené à être remboursé. Donc, théoriquement, il pourrait y avoir un sujet, mais il y aurait des arguments pour défendre l'employeur. On n'en est pas là et espérons que ces cas se poseront pas. Et oui, un employeur peut être plus restrictif, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est en lien avec ce qu'on est en train d'évoquer, mais justement, pas là-dessus. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que quand on dit qu'une dispense conventionnelle est un maxima
pour laquelle un employeur peut décider d'être plus restrictif, donc d'ajouter des contraintes supplémentaires. Par exemple, je peux exiger que mes CDD de moins de 12 mois, ce soit sous preuve de justificatif. L'URSSAF dit que c'est que pour les plus que 12, mais moi, employeur, j'ai envie de dire que pour les moins de 12, c'est que sur justificatif que je les laisse sortir. J'ai le droit. Mais j'ai le droit. Pourquoi? Parce que c'est une dispense conventionnelle. Là, on est en train de se dire que l'interprétation nouvelle qui est faite des textes sur la dispense d'ordre public sur couvert par ailleurs, donc par mon ayant droit, n'impose pas que la couverture par ailleurs soit obligatoire en qualité d'ayant droit. Donc, ça suppose d'accepter que est dans ma dispense d'ordre public ma couverture facultative par mon conjoint. Donc, vu qu'elle est d'ordre public, je ne peux pas la restreindre en disant qu'il faut que ma couverture elle soit obligatoire, puisque dans sa forme ordre public, que là, pour le coup, je ne peux pas modifier, je ne peux pas restreindre, puisque c'est créateur de droits directs du salarié. Et c'est bien le cas de la jurisprudence. Cette entreprise, elle avait un acte, comme tous nos actes, qui écrivait sous réserve que ce soit obligatoire. Cet employeur, en toute logique, il n'avait pas laissé sortir cette personne en lui disant sous réserve que ce soit obligatoire. Le salarié est allé jusqu'en cour de cassation pour dire non, non, tu as eu beau m'imposer et écrire dans ton acte que c'était que si c'était obligatoire. Moi, la Cour de cassation, elle a admis que c'était même si c'était facultatif. Donc, c'est bien cette jurisprudence et la preuve par excellence que je ne peux pas restreindre ma dispense ordre public. La jurisprudence, c'était pas sur une dispense d'ordre public, mais bon, on va pas. C'est tout à fait transposable et c'est exactement le même raisonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce en quoi elle est d'ordre public, je ne peux pas imposer qu'elle soit obligatoire. Donc, je ne peux pas restreindre une dispense d'ordre public. Je ne peux restreindre qu'une dispense conventionnelle. Mais celle dont on est en train de parler là, elle est d'ordre public. Et c'est pour ça qu'on dit que la dispense d'ordre public devient tellement grosse, celle sur la couverture par l'ayant droit, qu'on se demande s'il reste une marge de manœuvre et des hypothèses et des situations dans lesquelles la couverture des couples, hein, des personnes qui sont mariées à un conjoint dans une autre entreprise, reste encore dans le champ des dispenses facultatives qui, elles, sont susceptibles d'être restreintes. Parce que c'est vrai, pour terminer là-dessus et pour juste reformuler, Kathleen, tu fais peut-être référence justement au boss qui, lorsqu'il a été mis à jour au mois d'avril, a prévu que par principe, effectivement, les dispenses d'ordre public, c'était sûr, le salarié devait pouvoir se dispenser, y compris si sa couverture était facultative. Mais elle dit, si on est sur des dispenses facultatives, donc c'est-à-dire en dehors des 3 moments des dispenses d'ordre public, là, l'employeur, comme il a la possibilité de les aménager, il pourrait continuer à exiger le caractère obligatoire de l'adhésion de l'ayant droit. Mais comme on s'est dit tout à l'heure, à partir du moment où, de toute façon, la différence entre dispense d'ordre public et dispense facultative sur ce cas de dispense, il est quand même gommé, puisqu'encore une fois, la dispense d'ordre public, comme l'a expliqué Charlotte, et pour le résumer, elle peut quasiment être mise en œuvre à tout moment, puisque le salarié décide du moment où il va opter pour la couverture en tant qu'ayant droit au titre du régime de son conjoint. Donc, c'est un petit peu comme si ça pouvait se passer à tout moment. La marge de manœuvre pour la dispense facultative est très limitée. Et donc, en pratique, on ne voit pas les situations dans lesquelles, en créant une dispense facultative qui exigerait pour ce cas de dispense que la couverture des ayants droit soit obligatoire, on ne voit pas finalement dans quel cas ça pourrait s'appliquer, puisque de toute façon, y compris avec une couverture facultative, c'est presque comme si vous pouvez s'y penser à tout moment. Donc, c'est pour ça qu'en pratique, même cette précision du boss, on trouve qu'elle n'a pas d'intérêt pratico-pratique. C'est subtil, hein, on est vraiment sur le bout du bout des facultés de dispense, mais voilà, on trouve qu'elle n'est pas particulièrement intéressante. Bon, bah, tant mieux si le message est passé. Mais ça vaudra le coup de le confronter avec la position qu'a eu la DSS vis-à-vis du CETIP. Hein, mais bon. On en reparlera Voilà. sûrement. Merci à tous d'avoir beaucoup participé, d'avoir été présents ce matin. Comme le précédent webinaire, ce webinaire, il est enregistré. Il y a un replay qui sera sur YouTube et on vous l'enverra. Il sera également sur le site d'Astella Avocat. On vous enverra également le support. Et on vous donne rendez-vous pour, je pense, septembre. On va faire une petite pause estivale en termes de webinar pour un webinar justement sur la dernière ligne droite avant la mise en conformité des catégories objectives et voilà, des petites améliorations qui peuvent être apportées aux actes de protection sociale complémentaire. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.
C'est-à-dire à chaque fois, vous voyez pas, mais à chaque fois que vous dites merci, le téléphone de Charlotte vibre. Mais j'adore, j'adore. Voilà, merci. Au revoir.